Bonjour à tous pour le grand retour de l'élite du golf féminin ici à Évian pour Diamundi Evian Championship. Nous sommes très heureux avec Sandrine de passer cette semaine avec vous pour découvrir les coulisses et puis peut-être glisser nos caméras comme nous l'avons fait Sandrine pour découvrir des choses que l'on ne voit pas habituellement. Effectivement, ça fait des années qu'on pensait vous faire partager ce tournoi d'un autre angle. Écoutez, c'est un coup d'essai et qui a priori a l'air de vous avoir plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Voilà. Nous retrouver. Et de nous retrouver. Je vous propose, à propos de retrouvailles, d'accueillir sur notre plateau Mathieu Camison, qui est le directeur du golf de l'Evian Resort. Mathieu, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Christian. Voilà, vous avez le sourire, même si vous vous levez tôt, je sais que le réveil sonne très très tôt le matin, voilà, et c'est normal, ça fait partie de vos fonctions quand on reçoit un majeur. J'ai une première question très basique. Quand on est nommé directeur d'un parcours qui reçoit un majeur, vous êtes peu nombreux dans le monde, hein, j'imagine que quelque part, voilà, un peu comme un enfant devant un sapin de Noël, ça doit être fantastique. Oui, absolument, c'est une grande fierté et puis ça confère beaucoup de responsabilités et de devoirs, donc c'est extrêmement excitant, extrêmement stimulant, mais c'est effectivement un joyeux cadeau de Noël qui est arrivé d'ailleurs en fin d'année. Donc oui, non, c'est un grand plaisir que d'accepter cette mission et d'essayer de remplir avec l'ensemble de l'équipe les tâches qui sont les nôtres avec beaucoup de bonheur. On a vu hier avec Laurent Sacchi la difficulté de fermer, on va dire, cet endroit pendant un certain temps pour préparer le tournoi. De votre poste de directeur de golf, justement, comment arrivez-vous à gérer ça ? Alors c'est vrai, c'est un vrai sujet, vous avez raison. Ce qu'on arrive à faire, c'est le fermer entièrement une semaine avant, pour que les jardiniers puissent terminer et accélérer sur la préparation du parcours. Et puis la semaine d'avant, comme nous appartenons à un très beau resort, ce sont les clients hôtels qui ont accès au parcours uniquement le matin pendant 2 heures, ce qui fait une utilisation finalement assez faible. Et tous les autres, que ce soit les adhérents ou les green fees extérieurs, ne peuvent malheureusement pas avoir accès au parcours, ce qui nous permet, nous, déjà, de nous mettre en bonnes conditions de préparation. J'ai rencontré il y a quelques semaines des Néo-Zélandais au golf national, golf de Ryder Cup. J'ai rencontré cette semaine un couple d'Américains qui venaient de Washington et qui venaient spécialement pour le tournoi et pour jouer le parcours. On sent que ces parcours de majeurs, ces parcours très importants qui sont emblématiques, que l'on voit dans le monde entier, comme ici à Évian, eh ces parcours font venir de l'autre bout du monde des spectateurs, des passionnés. Vous avez l'occasion d'en rencontrer ? Oui, c'est vrai. Alors, dans ma mission, moi, j'ai une tâche un peu particulière. Quand Franck Ribou m'a recruté, la mission, ça a été de passer 50% de mon temps en dehors d'Évian à faire du développement commercial, à développer des marchés à l'étranger. C'est quoi, c'est-à-dire jouer au golf avec des... Pas toujours, un petit peu. Non, je caricaturise. Mais non, c'est vrai. Alors, on n'est pas comme les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est vrai qu'à la limite, quand je joue au golf, c'est plus à l'extérieur, en représentation ou avec des clients. Mais c'est vrai que quand je voyage, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, je me déplace avec ma petite bouteille d'Évian et avec ma tenue aux couleurs de l'Amundi Evian Championship. Et effectivement, tout le monde connaît. Grâce à Évian et grâce au tournoi, tout le monde sait, pas forcément nous situer, mais connaît le parcours. Et effectivement, on a la chance, avec cette notoriété absolument mondiale, d'attirer une clientèle qui vient d'absolument partout, donc en conditions normales, et d'accueillir des étrangers qui viennent du monde entier. Donc c'est assez formidable. En Corée, par exemple, c'est vrai qu'il y a une vraie connaissance du golf, une vraie passion pour particulièrement les joueuses de golf professionnelles. Et on accueille énormément de Coréens, évidemment de Chinois, de marchés étrangers, que ce soit en Europe ou beaucoup plus lointains, comme l'Australie. Les Thaïlandais aussi, de plus en Mais plus. bien sûr, de plus en plus. C'est une bonne chose pour nous. Ouais. Alors justement, par rapport à un tournoi majeur que vous avez maintenant, il y a un standard à tenir. Le parcours doit être magnifique toute l'année. On sait qu'à Évian, il peut y avoir de la neige. C'est pas toujours facile d'avoir un superbe parcours. Quelles sont les exigences que cela demande tout au long de l'année au niveau de ce qui est machine, au niveau de ce qui est moyen humain ? J'imagine qu'une maladie peut arriver au mois de mars et qu'elle peut avoir des conséquences aussi au mois de juillet. Alors c'est vrai. D'abord, nous, on est ouvert 9 mois de l'année. Donc l'hiver, on laisse reposer le parcours et on le laisse vivre assez naturellement. Et puis, on rouvre le parcours en début de saison, c'est-à-dire fin février. On a une magnifique académie qui, elle, ouvre début février pour que les golfeurs qui reprennent le golf puissent commencer déjà à s'entraîner avant d'aller sur le parcours, bien qu'on ait un deuxième parcours sur le site de l'académie. Et là, on se met vraiment en préparation tournoi, finalement, pas quelques semaines avant.
C'est 1 an à l'avance qu'on prépare un parcours. Donc il y a des étapes très importantes qu'Adrien a dû vous expliquer, notre greenkeeper. Et ces étapes, elles sont essentielles en fonction de la saison, en fonction des différentes périodes, les tâches. On fait des opérations mécaniques toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, énormément. Après, vous avez parlé de la qualité du parcours. Bien entendu, on a un objectif, c'est d'être à, on va dire, 70-75%, sans exagérer, de la qualité du parcours pendant cette semaine, tout au long de l'année. Et ça, c'est un devoir que l'on a. Parce que quand vous attirez une clientèle étrangère qui est très exigeante, et c'est bien normal, elle veut un parcours, elle veut jouer le parcours de The Amundi Event Championship. Donc, elle le veut en grande qualité. Alors, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, mais j'ai déjà des moyens formidables. Et c'est une chance. J'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont absolument pas cette chance-là. On a 15 jardiniers toute l'année, plus les saisonniers qui arrivent en cours de saison pour renforcer, on est 30. Donc, j'ai une équipe de 30 jardiniers. Qui a ça aujourd'hui? Donc c'est formidable. Ouais. Donc on a les moyens outil, de prétendre à avoir 70-75% de la qualité du parcours tout au long de l'année. Voilà, Mathieu Camison qui a... Directeur heureux. Le directeur, j'ai vu le sourire, voilà, forcément. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir pour cette conclusion ce dernier jour. Et on va faire un hommage aux commissaires de parcours, les incontournables, les bénévoles, les passionnés. On est allé les voir. C'est Jean-Guillaume Sirier qui va répondre aux questions de Pascal Peignet, qui est allé, avec sa caméra, suivre les commissaires. On devient responsable des commissaires par le plus grand fruit des hasards. J'ai commencé à intervenir sur le tournoi quand j'étais encore étudiant en faculté de droit. Et j'ai eu une vraie passion pour l'événementiel dans le sport, particulièrement au golf parce que je jouais déjà au golf. Et au fur et à mesure des années de mes études, je me suis un peu spécialisé là-dedans et j'ai eu la chance de travailler sur ce tournoi la première année en 2001. Et au fil du temps, j'ai pris la responsabilité de toute la gestion opérationnelle des commissaires, de leur planning au quotidien, de l'affectation, du dispatch, où on met les commissaires sur le parcours suivant les besoins sportifs qui sont édictés par la LPGA, donc l'instance sportive qui dirige le tournoi. On est sur une base de 250 personnes pour gérer tous les postes qui vont à la fois des personnes qui prennent tous les scores, qui suivent les parties, ce qu'on appelle les scoreurs. Nous avons également les personnes qui suivent avec les panneaux, avec l'évolution du score, pour permettre au public d'avoir toutes les informations utiles quand ils suivent une partie. Nous avons des personnes qui sont en retombée de drive, qui permettent de faciliter le jeu, d'accélérer la cadence de jeu et faciliter la recherche de balles pour les joueuses, d'autant plus que le temps de recherche est désormais à 3 minutes pour une balle et non plus 5 depuis 2019. Nous avons des commissaires qui gèrent des petites voiturettes de golf pour permettre aux joueuses de monter plus facilement du trou numéro 4 au trou numéro 5. La même chose du 8 au 9. On a des personnes qui nous aident à gérer le grand tableau de leaderboard qui est juste dans mon dos, où ils font l'affichage visuel permettant au public de savoir l'étendue des scores et où se situent les parties. Et également, nous avons des personnes qui, sur certains trous, on autorise les traversées de fairway pour faciliter les flux du public. Donc, toutes ces personnes-là représentent 250 personnes pour gérer à bien le tournoi, pour la fluidité du jeu et aider les joueuses. Pour venir sur un majeur comme ça, il faut avoir franchi des étapes ou on peut être directement affecté ici? Bon, je pense que la majeure partie des commissaires sont des golfeurs, donc qui sont déjà passionnés par ce sport, qui ensuite suivent les événements et qui connaissent quand même les règles majeures. Et donc c'est déjà une première marche pour pouvoir atteindre les postes. Alors, comme il y a différents postes, soit mobiles, soit des postes fixes, il y a effectivement de quoi contenter tout le monde selon ses envies et ses capacités. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle étoile sur la cheminée pour dire j'en ai fait un de plus? Non, quand même pas. C'est une fierté personnelle, surtout de pouvoir côtoyer certaines joueuses de près. Il y a certaines fonctions qui nous permettent de le faire lorsqu'on est par exemple porte-panneau ou au scoring mobile. On est au cœur des parties et c'est vrai que c'est une certaine fierté de pouvoir participer à ça. Voilà un bel hommage à nos commissaires qui sont indispensables tout au long de l'année sur toutes les compétitions et notamment ici à Évian. Tout à fait, il y a des gens incroyables, il y a certes des locaux mais aussi il y a des gens qui viennent de la France entière, il y a des couples et moi certains m'ont dit non mais attendez, nous on a dit à nos enfants, les petits-enfants ils attendront, nous on va à Évian, c'est notre semaine et ça c'est vraiment génial. L'incontournable, voilà, si mais vous voulez... il me semble dans mes jeunes années, Christian, vous avoir vu sur un tournoi me semble-t-il, Oui. le Trophée Lancôme, c'était il y a très longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais vous avez
ans. été commissaire. Oui, c'est vrai. J'ai été moi aussi bénévole. C'est vrai. Parce que je voulais voir comment ça se passait. Je trouve que c'est une formidable expérience quand on est bénévole. J'ai fait ça 3 ans, je crois, sur les Open de France aussi. Je ne commentais pas le golf encore. Mais je trouvais important de partager ça. Et puis, on est à l'intérieur. C'est une grande chance. Enfin, c'est mon sentiment. C'est le poste le plus près Ah ouais, le plus près vraiment. du jeu C'est une et expérience des joueurs. incroyable. Voilà. On voit du beau jeu ? Ouais. On y va. On va voir du beau jeu, les très beaux coups, un peu le résumé de cette 3e journée que vous avez peut-être vécue. On y va. Et quelques belles images de ce 3e tour. La Coréenne Lee Sis a continué sur son exceptionnel 2e tour. C'était 61. Je vous souvenez certainement de cette carte incroyable. Elle signe une très belle carte de 68 pour conforter son avance et se donne 5 coups d'avance donc sur la 2e dans l'attente du 4e tour. No, la jeune américaine d'à peine 20 ans, ne les a pas encore, s'est accrochée toute la journée avec 3 birdies sur les 3 derniers trous pour finir donc 2e provisoirement à moins 13 après ce samedi. Lydia Ko, vous vous souvenez de cette magnifique victoire de Lydia Ko en 2015 ici, eh bien, va signer un 68 dans cette 3e journée pour se placer à moins 12 sur ce podium provisoire. Et de nos 4 Françaises qui ont franchi le cut, eh bien, seule Céline Boutier a joué sous le par, 68, un total de moins 4. Pauline Roussin-Bouchard, encore amateur, est dans le par après 3 tours avec une carte de 71 ce samedi. Céline Herbin à plus 1 signe un 76 pour ce 3e tour. Et enfin, Lucie Malchiron a connu un douloureux moving day, comme on l'appelle, une carte de 82. C'est parfois malheureusement ce que le golf vous inflige dans une mauvaise journée. Elle continue d'apprendre, Lucie. Voilà, on apprend en majeur et on souhaite féliciter nos 4 Françaises, c'était historique, qui ont franchi le cut 4 sur 5. On est dans l'exceptionnel, Sandrine. Oui, effectivement, je trouve qu'en 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, le jeu a vraiment changé, est devenu incroyable. Elles ont fait des progrès de folie. On trouve des joueuses qui sont très jeunes, beaucoup plus jeunes, qui ont énormément de charme, et même physiquement, on voit que ça a beaucoup changé. Elles sont plus athlétiques, je trouve, hein. Elles sont plus athlétiques et un petit jeu. Pour moi, c'est vraiment la vraie différence du tournoi. Spécialiste On qui parle, on voyait les hommes et on disait que les femmes étaient quand même bien derrière. Là, ça y est, je crois qu'elles peuvent vraiment être sur le même niveau. Voilà, On le voit avec les scores surtout. On vous montrera les belles images de cette dernière journée tout à l'heure à la fin de ce programme. Est-ce que vous savez, enfin oui, je vous pose une question, j'imagine que vous connaissez la réponse. Est-ce que vous savez qu'il y a un président des directeurs de golf ? Je suis une vieille golfeuse. Voilà, donc vous le savez, moi personnellement, il y a peu de temps que je le sais. Eh bien, on a rencontré le nouveau président des directeurs de golf. C'est Jean-Franck Buroux, quelqu'un qui est bien connu dans notre univers. Et je lui ai demandé, évidemment, alors il est en cours de validation. Donc je lui ai posé la question sur, bien, à quoi sert un président des directeurs de golf ? Alors Christian, effectivement, je ne sais pas si tout le monde écoute. En tous les cas, donc c'est une fonction qui sera validée pour moi lors du prochain congrès qui va se tenir à Évian, d'ailleurs, au mois d'octobre. Et je suis d'ailleurs ravi d'être ici aujourd'hui, de voir un petit peu dans quelles conditions se déroule ce tournoi majeur. On voit vraiment qu'il y a eu une préparation au top niveau. Alors aujourd'hui, en France, on a à peu près 700 structures qui vont du practice au resort, comme à Évian. Et donc, qui dit 700 structures, ça veut dire, alors peut-être pas 700 directeurs de golf, mais en tous les cas, il y en a une grande partie. Et aujourd'hui, donc, au sein de l'association, la DGF, nous sommes à peu près 360. Voilà, en fait, le directeur de golf est un véritable chef d'orchestre. Il a besoin d'avoir plusieurs compétences, mais surtout d'avoir une équipe soudée autour de lui. Et donc moi, mon rôle, ça va être aussi dans les années à venir, dans les mois à venir, travailler sur la transition écologique, la biodiversité. Voilà, tout ça, on sait très bien qu'on a une échéance en 2025 avec 0 produit phyto. Donc il va falloir préparer déjà les golfeurs à cette échéance, mais aussi l'ensemble des directeurs de golf
parce qu'il va y avoir un changement, je pense, au niveau de la préparation des parcours, au niveau de cette vision du golf, où on va se rapprocher un petit peu plus de la nature. Voilà. Donc moi, mon rôle, ça va être justement de travailler sur cette nouvelle vision du golf. L'association a pour but également de former de futurs directeurs, parce que écoute, il y a des jeunes qui vont se lancer dans la profession, donc à nous aussi de les aider à trouver des formations adéquates, quel que soit le type de structure, que ce soit une structure commerciale, une structure associative. Il y a différents profils, et donc moi, mon rôle, c'est d'aider l'ensemble des profils pour accéder donc à leur nouvelle fonction. Alors quand on est président des directeurs de golf en France, quand on est sur un site de majeur, le seul majeur en Europe continentale, est-ce qu'on apprend des choses? Forcément. Alors forcément, on apprend. Déjà, quand on voit l'entretien, on sent que vraiment il y a un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le parcours, il est préparé peut-être pas un an à l'avance, mais on sent que les équipes ont redoublé de travail. On sent que les équipes ont certainement et forcément ont été multipliées également, et même ne serait-ce qu'en termes d'organisation. Donc en ce qui concerne Evian, tout est fait au millimètre près. Mais voilà, en tant que directeur, on a toujours un œil un petit peu critique. Donc quand on vient sur ce type d'événement, moi j'ouvre grand les yeux, parce que je vois ce qui peut se faire. Tiens, c'est des idées. Voilà, parce qu'ici, on sent que tout est magnifique. Alors quand on est président des directeurs de golf, on a une lourde responsabilité. Vous êtes également directeur d'un golf à La Boulie, en région parisienne, au Racing. Et est-ce qu'on a le temps de jouer finalement? Est-ce qu'on a le temps de taper la balle, ou le golf personnel, c'est du passé? Alors, en ce qui me concerne, malheureusement, je ne joue pas assez. Voilà, mais c'est très important de jouer au golf, parce que, enfin, en tous les cas, d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe, parce que vous savez très bien qu'une maladie peut se déceler dans la nuit. Alors, bien sûr, les greenkeepers sont là, mais en tant que directeur, c'est nécessaire d'avoir cet œil sur le terrain. Moi, en ce qui me concerne, j'y vais tous les jours, très tôt, mais pas avec un club à la main. Et j'essaie, ma foi, un petit peu de jouer quand je suis en vacances, mais malheureusement, je trouve que je ne joue pas assez. Voilà. Voilà, Jean-Franck Burou, on en sait un peu plus sur la fonction de président des directeurs de golf. Ça méritait un petit éclairage. À propos d'éclairage, ils sont dans la lumière tout le temps. Je parle du président et du vice-président. C'était Amundi Evian Championship. On a Franck Ribou et Jacques Binger avec nous pour la conclusion de cette semaine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, ça n'a pas été facile de monter cet événement après presque 2 ans, pas tout à fait. Est-ce que les craintes, tout ce qui malheureusement pouvait être des contraintes en amont de cette édition, vous ont fait angoisser, stresser avant cette semaine? Bon, déjà, on stresse moins à 2 que seul. Oui, c'est mathématique. C'est mathématique. En fait, pas vraiment, parce que je pense qu'on avait pris les choses très en amont. La seule difficulté, c'est l'incertitude. Donc les jauges, par les jauges, les tests, par les tests, le masque, par le masque. Voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est tellement compliqué à gérer qu'on s'est plutôt mis dans le mode, on va accepter, puis on va faire ce qu'on nous dit de faire, et puis comme ça, il n'y a plus de questions. Quitte à ce que ce soit pas au dernier moment, ou presque. Non, mais on s'est surtout dit que de toute façon, tout le monde comprendrait que c'était une année de transition pas forcément évidente. Et en même temps, les gens étaient tellement contents de revivre un peu comme chez les dingues, dans une espèce de bulle, en se disant là j'ai le droit de revivre là. Donc voilà, c'est ça qui était le plus marquant et le plus intéressant. Oui, Jacques. Clairement, après, on a des équipes qui sont rodées, qui ont retrouvé leur marque assez rapidement. Et à l'instar de ce qui s'est passé pour le parcours et avec les équipes d'Adrien, tout le monde avait maintenu la pression, y compris l'année de transition de l'année dernière. Donc non, il y avait... Après, chacun est dans son rythme. Et alors, typiquement, pendant cette semaine... Là, ça trace et on ajuste effectivement aux conditions, y compris les conditions météo. Pour ce qui concerne le reste, non, ça roule. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le Jabra il y a 1 mois. Donc c'est une épreuve féminine importante. C'est une répétition. Oui. Parce que le parcours est pareil, tout est pareil. Et les contraintes dont tu parlais existaient à ce moment-là. Donc ça nous a fait quand même rôder la machine. On arrive sur la fin de ce tournoi. Il reste encore quelques heures. Si vous aviez un bilan, que ce soit un bilan sportif, un bilan d'organisation, un bilan de plein de choses, lequel serait-il ?
moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est la qualité du parcours, franchement, parce que on est dans un pays qui n'a pas forcément une très grande culture golfique. Donc il suffit que ce soit un peu bien tondu et vert, et j'y rajouterai avec les green pitch bien. Et là, c'est un parcours fantastique, alors que c'est exactement l'inverse. Il faut que ce soit effectivement bien tondu. Il faut surtout que les greens soient durs, que les départs soient durs. Et on a pu constater, comme l'a dit Jacques, malgré les conditions météo de la semaine précédente, que le parcours était fantastique. Ce qui, c'est bien pour le tournoi, mais ça veut surtout dire que les équipes d'Adrien ont travaillé toute l'année et que le parcours lui-même, parce que je rappelle quand même qu'il a été totalement refait il y a 5 ans, 6 ans. Donc on arrive vraiment dans une période de maturité du parcours, donc ça devrait nous aider pour l'avenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors ça me gêne un peu de dire ça devant Sandrine, mais c'est plus le même jeu quand même. Hein. Alors on peut jamais mélanger les époques. Bien sûr. Non, mais je suis la première à le dire. À me le dire. À le dire à tout le monde. Là, ça joue bas quand même. Mais la qualité, la qualité du jeu athlétique, oui, mais la qualité du jeu est exceptionnelle. Ça On fait a vu plaisir. le 61 avec des drapeaux très difficiles. Il faut arrêter de dire le golf féminin. C'est du golf. C'est impressionnant. C'était surréaliste, le 61. Jacques, on ne s'attendait pas à une carte comme ça. On a déjà connu cette carte-là. Jacques, il connaît rien. Ça, c'est un principe, c'est notre jeu de rôle. Hein. Moi, je ne m'occupe pas du sportif. On met en peu de spectateurs quand même. Blague à part, c'est que, effectivement, on l'avait connu une fois. Oui. Ce qui est certain, mais d'ailleurs, tous les médias, parce que ça, c'est l'autre aspect du bilan, c'est qu'on a un retour, malgré la concomitance avec les Jeux Olympiques qui, évidemment, mobilise la planète sport. On a un retour médiatique qui est fantastique, y compris en termes d'audience, en termes de retour de la presse. Et effectivement, tout le monde a loué et la qualité du parcours et la dimension impressionnante du jeu. Donc cette carte, oui, mais c'est à mon avis, l'ensemble. Hein. Ouais, c'est exactement, c'est l'ensemble de tout le plateau. Pour ce qui concerne le bilan, l'autre aspect des choses, il est effectivement le bilan médiatique qui est extrêmement positif pour nous, et c'est important parce que on a tout ce qui se passe sur site, et puis il y a le rayonnement du tournoi qui pour nous est vraiment essentiel, y compris pendant l'année. Et puis il y a tout l'aspect d'hospitalité, que ça concerne le public, et ça s'est très bien passé, que ça concerne les invités, les partenaires, les sponsors, qui étaient certes très contents de tous de se retrouver. Donc il y avait cette bienveillance, mais au-delà de ça, tout le monde a été bluffé par, alors vous l'avez vu, hein, tout ce qu'on a changé dans les structures, par exemple, dans les modalités d'interaction, et toute la programmatique de la semaine, qui est très importante, parce qu'encore une fois, c'est grâce à ça que nos partenaires sont là pour nous aider. Ça a été une grande réussite. Il y a peut-être une dernière chose, c'est les Françaises. Parce qu'on n'a pas été dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, on avait des Françaises qui étaient bien, qui passaient le cut, etc. Mais là, plus particulièrement d'ailleurs les jeunes, il y inclut Céline, parce qu'elle est très jeune. Moi, je trouve c'est intéressant, parce que c'est quand même un très très gros tournoi. Donc avec des très jeunes filles qui jouent très bien. Exactement. Donc j'ai croisé Lucie, je lui ai dit mais c'est pas grave. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était le métier qui rend. Donc, voilà. C'est la réalité. C'est une vieille qui a dit ça. Oui, mais c'est vrai. Vieille, oui, non, c'est bien. Ça, c'est satisfaisant aussi. Je vous connais bien tous les deux. Vous êtes des perfectionnistes. Vous êtes des perfectionnistes. Ce tournoi, c'est votre bébé. Il arrive à maturité. Cette année, on a vu un nouveau concept de tente, d'installation. Pour l'année prochaine, vous nous réservez quoi ? Un scoop. Non, c'est vrai que tu nous connais bien, donc tu sais bien qu'on est, comme aurait dit mon père, on fonctionne en échelle. Donc on va débriefer. Donc en débriefant, on va mettre à jour des choses qui n'ont pas tellement fonctionné. Donc on va corriger. Et puis ça va faire germer des idées, mais on ne les a pas encore. Mais après, sur le plan sportif, on regarde si on peut augmenter le nombre de joueuses. Mais on voit bien que avec la météo qui devient complètement instable, c'est pas facile à gérer non plus. Donc ça fait 27 ans qu'on trouve des choses nouvelles tous les ans, donc ça va pas changer.
mais dans la série des choses nouvelles, parce qu'à nous aussi de dire les choses de l'autre côté du miroir, vous en faites partie, et moi je voudrais vous remercier. Alors, on a eu beaucoup d'échos de nostalgiques de votre duo télévisuel, j'allais dire presque plus classique, et aujourd'hui, merci, parce que ça a été fantastique. Vous avez fait un boulot remarquable, et cette télé a eu une audience à laquelle on ne s'attendait pas, je vous le dis, oui, on était très sur les fiers. plateformes. Oui, on vous a remercié, et donc c'est superbe et c'est de grande qualité. Tous les téléspectateurs nous l'ont dit. Oui, ça prouve que le monde change, je suis d'accord. Le monde change, les gens mangent de l'image différemment maintenant. Donc ça veut dire qu'on revient l'année prochaine? Oula Bon, ça c'est le président qui décide. Ça négocie, ça. Donc on voulait vous garder en bouquet, c'est-à-dire pour le final de cette semaine. On est bien au bouquet. Mais en fait, c'est pas vous le bouquet. Ah ben oui, ah ben voilà. Les choses changent. Le bouquet, c'est le feu d'artifice. Vous savez que traditionnellement, dans ce majeur, les spectateurs ont l'occasion d'assister à plusieurs feux d'artifice dans la semaine. C'est une tradition à Évian. Et nos caméras, pour la première fois, sont allées voir les artificiers. Alors c'est un monde un peu particulier, dans l'ombre, même s'il est éclairé en fin de soirée. On va vous montrer comment on monte un feu d'artifice. Et question basique, bateau, qui vient de Pascal et de moi qui a tourné ces images, c'est est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on dessine un feu d'artifice? Écoutez la réponse. C'est la partie du concepteur, qui en l'occurrence sera Raphaël Cholet, qui va concevoir le feu dans sa tête finalement, et qui après va nous faire une sorte de qu'on appelle une conduite de tir, avec du coup c'est une sorte de mode d'emploi ou un mode d'emploi du feu d'artifice, sachant qui permet de savoir où va tel produit et à quel moment du feu il est tiré. Du coup, votre travail ne se limite pas à sortir des racks d'un camion. Ah, il y a pas mal de travail. Hein. On commence déjà tôt le matin à partir de 8h, et on a avant ça une partie préparation aussi en atelier avant d'arriver sur place le jour du feu. Quelle différence y a-t-il entre les différents sites pour tirer un feu d'artifice? Ici, on a un cadre quand même relativement restreint en termes de distance sécurité, donc on a des calibres de taille forcément restreinte aussi. Mais on va être aussi impressionnant en fait, vu d'ici, du petit calibre vu d'ici du Royal va être aussi impressionnant que du 150 mm vu depuis le port d'Évian. Lorsqu'on voit comme aujourd'hui la météo incertaine, on se dit que l'expression pétard mouillé a un sens. C'est vrai que normalement on ne prévoyait pas de pluie avant 18h, là il est que 11h, on a bien fait effectivement de bien protéger, parce qu'on ne sait jamais, effectivement au niveau météo c'est souvent imprévisible, quoi. Surtout cette année. Et donc là vous voyez on a branché tous nos produits, donc là vous voyez des bombes qui sont chargées donc, dans des mortiers de 50 mm et après qui sont reliés par des inflammateurs. Chaque inflammateur est relié à une valise électrique et au moment du feu, notre table de tir va en fait envoyer un signal électrique à chacune des valises pour leur dire d'envoyer telle ou telle ligne au moment voulu. L'électricité nous sert justement uniquement à avoir une synchronisation parfaite et un timing parfait dans la durée du feu d'artifice, mais la poudre effectivement reste quand même au cœur du feu d'artifice. Yannick, ça fait 20 ans que vous êtes artificier. C'est ça, un peu moins, oui. Est-ce qu'il y a encore du stress? Il y a toujours le stress, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut finalement mal se passer, un problème électrique. La poudre, mine de rien, c'est jamais 100% prévisible. Donc c'est pour ça qu'une grande part de notre métier, c'est d'avant tout la sécurité pour avoir des garde-fous, que si jamais quelque chose se passe mal, que personne ne soit en danger, ni objet, ni personne surtout. Donc effectivement, il y a toujours de l'imprévu. Et alors, après toute cette organisation, vers 23h, 23h30, quand vous savez que ça a plu? C'est vrai qu'en général, on travaille dans l'ombre, donc on n'a pas souvent toujours des contacts avec le public, mais il y a un truc qui ne trompe pas, c'est quand même les applaudissements à la fin du feu. C'est quand même une garantie que ça a plu. Moi, je suis bon client, j'aime bien. Le feu d'artifice, j'aime bien. C'est très joli. Voilà, je trouve que c'était aussi important de parler de celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. On parle des petites mains, je trouve que c'est un peu péjoratif. En tout cas, sans les commissaires de parcours, sans les artificiers, sans le chef, sans les bénévoles, on ne fait pas grand-chose, tout simplement. Non, c'est vrai, c'est une grosse organisation et on a essayé de vous montrer tout ça. Et encore,
Et encore, il en manque, Il y a de quoi faire. il en manque beaucoup, il y a de quoi faire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On a été très très heureux et très honnêtement, vous nous connaissez avec Sandrine, de partager un peu en inside, un peu à l'intérieur. On y a pris en tout cas beaucoup de plaisir. Voilà, on va se quitter avec les belles images de cette 4e journée, les images de notre championne et on vous dit évidemment à bientôt. J'aimerais, avant de nous séparer, remercier les équipes d'Éric Boisé qui nous ont accompagnés. On a eu Aurélie Lemarie sur le plateau qui est avec nous, qui nous a bien aidé, Pascal Peigné pour les reportages, Maxime Milan pour la réalisation, Hugo, notre stagiaire, que je n'oublie pas, et puis les équipes de Fabien Jacqueline avec le numérique, le digital, qui nous a vraiment bien aidé tout au long de cette semaine à réaliser ces différentes émissions. Voilà, merci, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Et à l'année prochaine. Au revoir. Champion.